pas logique que nous-mêmes on ne fasse pas la même chose sur le plan intellectuel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être satisfait de ce qu'on fait. C'est ce qui est dommage parfois dans certains, par exemple en France, quand les gens qui suivent vos enfants finalement appliquent un protocole depuis des années et ne se remettent pas forcément en question. Et nous, la philosophie du centre, c'est d'essayer quand même de se remettre en question à travers justement des questions qu'on peut se poser. Et donc on fait des formations et donc on essaye de modifier notre stratégie d'attaque. Et c'est pour ça que quand vous venez depuis un certain temps, vous voyez des choses qui ont changé, ce qui est logique. Donc on va parler de l'anténatal. Alors d'abord l'anténatal, pourquoi en réalité c'est pas tellement travaillé chez vos enfants? Parce que c'est pas enseigné. C'est pas enseigné pour des raisons d'assurance et de gros sous. C'est que ça n'intéresse pas forcément les obstétriciens ou les sages-femmes qu'on puisse émettre l'hypothèse qu'il y a eu certaines complications avant la naissance ou en tout cas durant la naissance. Donc en général, comme ce n'est pas enseigné, ce n'est pas transmis par la suite. Vous avez, on appelle ça la neurologie fonctionnelle, vous avez quelques pionniers, qui sont beaucoup aux États-Unis. Et en France, vous avez un neurologue qui s'appelle le docteur Zécry Hurstel, Régine, qui est sur Toulouse. Ceux qui sont déjà venus plusieurs fois en ont entendu parler. Certains vont d'ailleurs visiter le docteur Hurstel. Donc on transmet, j'ai fini ma formation en décembre, et c'est pour ça que depuis janvier, on a commencé à mettre en application un certain nombre de ces principes. Et donc aujourd'hui, je vais essayer humblement de vous les transmettre. Alors, ça veut dire quoi? Dans la psychomotricité, vous avez 5 phases qui sont importantes, qui sont l'enfant sort, je respire. Ensuite, j'utilise ma langue pour attraper le téton de ma maman et déglutir. Ensuite, j'utilise l'épaule et la main, je me latéralise et je me verticalise pour marcher. Grosso modo, quand je vous dis ça, ça vous semble logique que la verticalisation soit la dernière phase de la psychomotricité. L'enfant fait du 4 pattes, se met debout et il marche. Bien. Sauf que c'est faux. D'abord, je laisse 5 secondes de temps là. C'est faux. La première chose que fait l'enfant avant même de respirer, c'est qu'il se met debout. L'enfant est dans une position fétale. Il est dans le fond utérin de sa maman. Et le moment de la sortie, c'est quand il va pousser avec sa tête pour naître. Alors pourquoi c'est important? Je vais vous expliquer point par point les différentes phases importantes de la naissance. Il faut que vous compreniez que la psychomotricité, c'est comme un long couloir avec des portes et des sas, et que pour passer d'un sas à l'autre, il faut ouvrir une porte et refermer la porte pour pouvoir accéder à autre chose. On a toujours des possibilités de faire des trucs comme ça, mais l'enfant, il lui manquera quand même un certain nombre de connexions. Le mot connexion, il est important. Alors d'abord, l'enfant, il va être donc en position fétale, il va naître en extension. C'est pour ça que nous, quand on trouve un enfant avec un schéma extenseur, que ce soit un réflexe de Moro bilatéral, une hémiplégie, qui en réalité c'est un réflexe de Moro que d'un côté, comme ça, ou de l'épistotonose, ou un réflexe tonique asymétrique du cou, comme ça, l'enfant est en train de nous montrer qu'il est bloqué dans sa naissance. Ce qui est important, c'est de se rendre compte que parfois les enfants nous montrent la solution, mais que parfois on ne sait pas les regarder. Et c'est pour ça que l'observation clinique, elle est vachement importante avec vos enfants. Alors l'enfant, il va être en position fétale, il va pousser avec ses pieds. Donc il va connecter pieds et tête. Il ne va pas connecter, la poussée qu'il va faire dans le fond utérin, ce n'est pas l'occipital. C'est cette partie-là. C'est la partie où le pape il met sa calotte, où les juifs mettent leur kippa. Cette zone-là. C'est la zone où on fait un peu nos cheveux, nous les hommes qui avons beaucoup de testostérone. Non, comme ça, c'est pas un bout de cheveux là, on n'est pas. Alors, c'est cette zone-là. Pourquoi elle est importante? Tout simplement parce que c'est une zone respiratoire réflexe. Pourquoi elle est importante? Parce que l'enfant, dans le ventre de la maman, n'utilise pas ses poumons. Ses poumons sont remplis d'eau. Et là, il est en train de dire, donc il est comme ça, il est en train d'avoir des poussées successives. Il est en train, c'est un peu comme le starter dans une voiture qui préchauffe le système, en train de dire, les poumons, il va falloir vous y aller, parce que d'ici 20 ou 30 minutes, on va sortir, et ça serait bien que vous démarriez. Donc c'est une façon de préchauffer le système. Donc l'enfant, avant même de sortir, il est en train de se dire, je vais connecter mes poumons. Mais quand on dit poumons, c'est poumons gros intestins aussi en médecine chinoise. C'est pas que les poumons, parce que quand il va sortir, il va aussi falloir qu'il commence à mettre qu'il commence à prendre sa première déglutition, donc ça commence à fonctionner aussi d'une manière différente, parce que dans le ventre de la maman, il se nourrissait, mais c'est une alimentation qui est différente. Donc il est en train de connecter pied-tête. Alors pourquoi pied-tête? Au bout de 6 ans, on s'est rendu compte, les expressions populaires sont toujours vachement intéressantes. Un enfant qui a la tête dans la lune
Est-ce que ce ne serait pas parce qu'il n'a pas les pieds dans le sol? C'est philosophique. Non, ça se tient, mais ça se tient. Pour ceux de Côte d'Ivoire, un peu plus. Alors, pourquoi c'est important? Je ne sais pas si vous avez vu le film sur Steve Jobs, celui qui a inventé Apple. Ouais. Il était autiste, quoi, et il marchait comme ça. Quand vous regardez le film, il marchait comme ça. Donc, double rotation interne, il marchait sur la pointe des pieds. Si c'était un rêveur, les gens qui ont la tête dans la lune, c'est parce qu'ils n'ont pas une attaque du talon dans le sol. Si vous voulez, le talon dans le sol est important parce que l'enfant, en réalité, connecte sa terre. Il se connecte à la terre. Si sur un système électrique, vous, chez vous, si vous n'avez pas de la terre, vous allez avoir des problèmes de surtension, ça ne va pas fonctionner longtemps. Donc c'est important que l'enfant se connecte à la terre pour être présent. Nous, la plupart des enfants qu'on a ici, on n'utilise pas le mot paralysie cérébrale ou EMC, qui ne correspond pas vraiment à ce que nous, on a dans les mains, parce qu'ils ne sont pas paralysés, vos enfants. On va parler de retard d'acquisition psychomotrice. Ça veut dire que quand vous avez cette notion de retard d'acquisition psychomotrice, vous vous rendez compte que finalement, tout le problème tourne autour d'un déficit dans la qualité d'attention. Si pendant que vous enseignez les additions à un enfant, il regarde par la fenêtre, au bout de 6 mois, on est passé aux soustractions, l'enfant il se reconnecte, il n'arrive pas à comprendre comment il doit faire pour passer aux soustractions, et donc il lâche. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien regarder l'attaque du pied au sol. C'est pour ça que nous, on conseille quand même aux parents d'avoir des orthèses bien faites pour être sûr que les talons soient bien au sol. C'est pour ça que quand vous faites faire des lunettes à vos enfants, si l'enfant il n'a pas les deux pieds dans le posé comme ça, quand on lui fait tester le truc, ça sert à rien. C'est-à-dire que les lunettes ne sont pas adaptées. C'est pour ça que quand vous faites par exemple des techniques de biofeedback, si l'enfant il est comme ça avec les pieds ici comme ça sert à rien. Il va pas, le temps où il va capter l'écran va être vachement limité par rapport s'il était comme ça. Donc l'attaque du talon au sol est importante. Ici on travaille sur un truc qu'on appelle le réflexe oculo-vestibulo-spinal. Donc la relation entre l'impact l'influence que peut avoir l'occlusion sur la vue sur le système vestibulo-cochléaire, c'est à la fois l'équilibre, aussi l'audition, l'écoute, et l'adaptation du tonus musculaire au niveau du dos et au niveau des pieds. Ça va dans les deux sens, ça monte et ça descend. Donc ça descend, c'est bouche, yeux, oreilles, pieds. Et ça va être pied, oreille, yeux, bouche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vous mets une punaise dans la chaussure, vous allez vous adapter par rapport à la punaise, parce que ça fait mal, vous ne pouvez pas être en appui, parce que vous allez lever le pied. Vous voyez bien que j'adapte mes ceintures, c'est-à-dire à la fois pelvienne et à la fois au niveau des épaules. Ma tête, elle est en torsion. Je vais adapter mon horizontalité. Ça va aussi faire adapter mon occlusion dentaire. La même chose que si vous avez vous êtes chez le dentiste, il vous change un plombage et au lieu de vous mettre la même hauteur, il va faire un trou, il met une épaisseur légèrement plus grosse. Ça va vous changer votre occlusion. Vous voyez bien que si vous ne mettez pas le petit papier bleu à plein, il y a un truc là, je sens que c'est pas parfait, et ça adapte votre vue, ça change votre capacité d'écoute, et ça change votre posture. On a un problème avec l'ensemble des enfants, c'est notamment par rapport à l'occlusion. Il faut savoir que les enfants, en réalité, doivent connecter les incisives du bas avec les incisives du haut. Si on a ce qu'on appelle des overbites, c'est-à-dire des occlusions ouvertes, c'est-à-dire que quand l'enfant est en contact 21-20, il doit avoir ce qu'on appelle une occlusion, on appelle ça une tricuspidie maxima, enfin en gros il doit être en contact comme ça, et si quand il est en contact sur les dents derrière, vous avez une occlusion ouverte, la langue en fait, elle n'est pas tenue. Or, vous améliorez, vous obtenez un bon contrôle visuel si et seulement si vous contrôlez la langue. Donc quand on a une occlusion ouverte et que vous avez suffisamment limé les dents derrière, on a un souci. On a trouvé une solution avec une dentiste que j'ai eue la semaine dernière comme patiente, qui va faire une thèse là-dessus, qui propose de refaire des cuspides avec des pointes vous savez quand vous changez vous mettez une dent, vous mettez un bridge. Résine, voilà, une résine. Donc elle propose de faire des pointes en résine, ce qui est absolument pas cher en réalité, et de retrouver une profondeur au niveau des dents. Parce qu'il faut savoir qu'en neurologie fonctionnelle, si l'enfant a perdu de la profondeur au niveau des dents, ce qui fait que l'enfant se latéralise, c'est parce qu'il a la possibilité de faire des déductions dans la profondeur de la dent. S'il n'y a plus de profondeur, il ne peut pas faire de latéralisation, et donc il ne peut pas se développer dans son latéral. Ça peut paraître très technique, mais c'est super important, on s'en est rendu compte avec beaucoup d'enfants qu'on avait ici. À quel âge?
Parce qu'elle est dans le lait, il y a la sucette qui déforme et qu'après... Il n'y a pas que la sucette qui déforme. Le problème que nous on voit systématiquement, et là on revient à la naissance, je vais te répondre dans ce que je vais dire maintenant. Donc on a dit, l'enfant sort, il pousse avec ses pieds, avec sa tête, il est en train de connecter. C'est des poussées qui ne sont pas linéaires, c'est-à-dire que c'est pas, vous essayez de faire passer quelque chose dans un trou, c'est poussez pas comme ça. Vous essayez de faire comme ça pour que ça passe, c'est ce que fait l'enfant. La notion de rythmicité est vachement importante. Il y a du rythme. Tout le corps est fait à partir du rythme. C'est-à-dire qu'on a le cœur qui va se retrouver au-dessus du cerveau et qui va pousser un peu comme si vous aviez un long tube, comme ça pour Recroqueville. Vous poussez le son dedans et ça va faire de la forme. D'accord ? Donc le rythme est vachement important et surtout, c'est une fonction cérébelleuse. Donc l'enfant pousse avec les pieds et la tête, il va connecter. Il va commencer à préchauffer ses poumons. Il va commencer à sortir. Alors pourquoi une tête aussi grosse doit passer par un trou aussi petit? C'est pour remettre les... Comment on les avait expliqué ça? C'est pour ça qu'on le répète. C'est parce que le crâne, c'est comme une pâte à pizza. Plus vous allez la travailler, plus ensuite elle va pousser dans les 3 plans 3 axes dans le four. Si vous ne lui donnez pas un peu d'énergie cinétique, en réalité, vous mettez juste de l'énergie, on fait comme ça, la pâte elle fait comme ça. Si vous la travaillez, elle est belle, elle est ronde, elle va bien pousser dans les 3 plans 3 axes. L'enfant a besoin de gagner au centre du crâne, au niveau d'à peu près l'hypophyse, suffisamment de pêche pour qu'ensuite elle reparte vers l'extérieur. La deuxième chose, c'est pourquoi en réalité un enfant doit subir autant de pression à la naissance. Tout simplement parce que l'enfant est connecté jusqu'à ses 4 mois sur le cervelet. Et le cervelet ne ressent que la sensibilité profonde. La sensibilité superficielle, c'est le cerveau. L'enfant, s'il était branché sur son cerveau à la naissance, il ne survivrait pas. C'est trop douloureux une naissance. C'est pour ça qu'on est bien fait, la nature est bien faite, et qu'on est connecté sur quelque chose de plus primaire en disant l'enfant il va supporter ce truc-là. En plus de ça, l'enfant sécrète des hormones qui sont neuroprotectrices comme la progestérone qui lui permet justement de ne pas abîmer le cerveau. Le problème c'est que le stress inhibe la progestérone. C'est-à-dire que si un enfant est excessivement stressé, il ne va pas sécréter la progestérone qu'il faut et il ne sera pas neuroprotégé. Donc c'est là où on a aussi certains problèmes. Après on peut revenir sur comment on choisit le moment de la naissance. Est-ce qu'on doit imposer le moment de la naissance à un enfant? Est-ce que finalement un shoot d'ocytocine c'est pas agressif? Est-ce que une péridurale c'est pas agressif? Est-ce qu'une épisiotomie, plein de trucs. C'est aussi sur le moment du terme. On peut discuter, peu importe. Ça c'est la théorie, c'est plus pour les futurs mamans. Donc l'enfant va commencer à pousser avec ses pieds, il va commencer à sortir. Je vous ai dit que l'enfant avait besoin de se connecter et on se connecte avec des pressions fortes. Il va sortir ici à ce moment-là et le moment du passage où il va écrabouiller son visage est vachement important parce qu'il va étalonner avec des pressions très fortes les nerfs du visage qui sont les nerfs faciales et les nerfs trigéminaux. Donc quand il est comme ça, il comprime. Pourquoi c'est important? Parce qu'en réalité, quand l'enfant connecte son 5e nerf crânien, le 5e nerf crânien il est là pour la mastication, il est là pour la sensibilité de la face aussi. On s'est rendu compte aussi que les noyaux du 5e naissaient jusqu'à L2. C'est-à-dire qu'en fait, le 5e nerf crânien, il est capable de ressentir toute la sensibilité de la moelle jusqu'à L2. L2, c'est les genoux, en termes de ligne de gravité. Ça veut dire que le 5, il est vachement important. Quand vous le connectez, ça lui permet d'être vachement alerte. Deuxième chose qui est vachement importante, c'est que, et ça c'est le rôle primordial, c'est que le 5, il s'occupe de la sensibilité de la pointe de la langue. Quand un enfant a connecté son 5 à la naissance, il a connecté sa pointe de la langue. Pourquoi elle est importante, la pointe de la langue? Parce qu'elle sent le sucre. Il faut savoir que le cerveau, il a besoin de 2 choses pour fonctionner, de l'oxygène et du sucre. Or, le sucre, c'est un aliment qui est un peu différent des autres parce qu'il n'a pas besoin de passer par l'estomac pour être utilisé par le cerveau surtout. C'est-à-dire que le cerveau peut l'utiliser en direct depuis la bouche directement au niveau du cerveau, c'est-à-dire que c'est un peu comme si on avait une déviation pour que ça passe en direct, si et seulement s'il y a une prédigestion du sucre par l'amylase salivaire, et il y a une prédigestion, enfin il y a une sécrétion d'amylase salivaire, de salive, si et seulement si vous sentez le sucre. Si l'enfant il ne sent pas le sucre il ne le sent pas, donc il ne sécrète pas, il l'avale. Le problème c'est qu'au moment de la naissance, l'enfant va avoir un choc thermique important, il a besoin, on va dire, d'essence tout de suite. S'il est obligé d'attendre que se mette en route l'acide gastrique et tout, c'est un laps de temps qui est vachement important. Ça, on trouve ça dommage. Deuxième chose, ce que vous retrouvez beaucoup chez les enfants, c'est qu'un enfant qui est
comme ça, et ça on en trouve plein, c'est un enfant qui a une hyposensibilité de la langue. Comme il sent pas sa langue, il ne peut pas la muscler, comme il ne peut pas la muscler, il ne la contrôle pas. S'il ne la contrôle pas, on a dit que ça aura un effet sur la vue, ça aura un effet sur l'oreille, ça aura un effet sur la posture. Donc la langue, elle est quand même vachement importante. Et quand on retrouve ce qu'on appelle les occlusions ouvertes dont je vous ai parlé avant, c'est bien souvent parce que c'est pas tellement la sucette, ça peut agir, mais c'est vraiment parce que l'enfant est allé pousser l'occlusion avec la langue. Donc ça veut dire qu'il faut absolument retravailler sur le visage pour tonifier et pour connecter. Et le problème, c'est que dans les choses que vous faites, la plupart du temps, vous êtes trop ledge et vous êtes déjà sur du cerveau, vous n'êtes plus sur du cervelet et vous ne mettez pas la patate qu'il faut mettre. L'enfant sort, il a connecté son 5. Et là, hop, il a la tête qui tombe et il est en contact direct entre sa bouche et l'anus de sa maman. C'est le côté le moins romantique de la naissance. Pourquoi la bouche de l'enfant est en contact avec l'anus de la maman? Parce que dans le ventre de la maman, il n'y a pas de bactéries normalement. C'est-à-dire que je n'ai pas les bactéries qui sont là pour faire fonctionner le tube digestif. Quand l'enfant, le bébé, va être en contact, il a la tête comme ça sur l'anus de sa maman, il a sécrété, la maman, par du temps, s'est fait dessus, et donc vous avez un liquide avec des bactéries. Ouais, c'est le côté le moins... C'est lié, bon. Bon appétit, bien sûr. Donc, ça veut dire qu'il ensemence directement, il va prendre les bactéries de la maman. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une maman qui a un problème de flore intestinale transmet sa mauvaise flore intestinale à son enfant. C'est pour ça qu'on conseille des symbiotiques aux mamans 1 mois à peu près avant de la naissance, justement pour donner une bonne flore intestinale à ses enfants. L'enfant sort, il commence à crier, il voit que dalle, il est là comme ça, il arrive, on le met sur le sein de sa mère, il chope ici le téton de sa maman, je vous dis encore une fois, il voit que dalle, il est là par la pression, il sent, on a ce qu'on appelle un réflexe cardinal, l'enfant avec sa langue, il va commencer à se latéraliser, donc ici, il va choper le téton de sa mère, il va commencer à finir de stimuler correctement, donc là, il a le sein de la mère comme ça pendant qu'il va téter. Voilà, vous voyez, c'est un fantasme masculin, on peut stimuler le sein, aussi suffisamment grand pour stimuler tout le visage. C'est pour les enfants, hein, c'est pas pour les... Il écoute T'as bien. filmé ça, moi? J'ai filmé en plus. Tout ça, c'est important, mais quand c'est la naissance par césarienne... Ah, bah, bonne question. J'allais y répondre. J'allais y répondre. La question qui m'est posée, c'est bien maintenant. Moi, par exemple, je suis né par césarienne, je travaille, je conduis, et j'ai pas la sensation que... C'est bien, c'est des systèmes de compensation qu'on a. C'est-à-dire que si vous voulez sortir de la pièce, il y a deux options. Ou vous avez la porte en 90, ou alors on fait un petit trou de chatière, comme si c'était de la spéléo. Ça va être difficile, vous allez quand même arriver à sortir avec certaines lésions. Vous passerez de l'autre côté. C'est bien, le problème, c'est que vous n'avez pas le même débit de connexion et d'information qui passe sur une porte à 90 que par une chatière. C'est-à-dire qu'il manquera quand même à cette personne un certain nombre de choses. On a des systèmes de compensation. Le problème chez vos enfants, c'est quand vous commencez à accumuler ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Nous, on part du principe qu'il ne faut pas revenir sur de la physiologie avant de parler de pathologie. Et c'est pour ça que ça vaut la peine de revenir sur ces moments de naissance pour voir qu'est-ce qui a pu leur manquer. Alors pourquoi l'enfant ne s'est pas connecté en réalité? C'est le fameux thalamus. Si pendant que je suis en train de vous parler, il y a deux types qui sont en train de vous cramer votre bagnole, alors je vous explique un truc de très simple, vous n'allez pas être attentif parce que votre attention va être détournée par le stress généré par le fait qu'on foute le feu à la voiture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a un excès de stress, le thalamus rentre en ligne de compte et bloque, on va dire, votre capacité à penser, à réagir. Parce que ça prend le relais. Ça marche? Et donc, un enfant qui a vécu sa naissance comme quelque chose de stressant, pour lui, alors le stress, il peut venir de la maman vers l'enfant, mais aussi de l'enfant lui-même. On n'est pas tous égaux par rapport au stress. On n'est peut-être pas fait dans cette pièce pour être pilote de chasse. Ça marche, c'est-à-dire qu'il y en a, ils ont le sang-froid, ils sont capables de faire des trucs que nous, on n'est pas forcément capable de faire. C'est-à-dire que génétiquement, on n'est pas tous pareils par rapport au stress. Donc déjà, il y a une explication génétique par rapport au stress. Deuxième truc, juste un aparté. Souvent, on a des mamans qui nous disent « Ah, le pauvre petit, machin, il faut juste que vous changez votre fusil d'épaule. Hein. » Un enfant qui a survécu à une anoxie à la naissance, il est au-dessus du lot. Hein. C'est pas un pauvre petit. Hein. Si c'était un pauvre petit, il serait pas là. C'est-à-dire que génétiquement, il est au-dessus du lot. Il a été capable de subir un stress très intense et il est encore là. Donc ça, il faut le comprendre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à les pousser. Et ils sont au-dessus de la norme, ces enfants-là. Donc je vous dis, dans la stimulation, on peut y aller, ils sont... ça va. Quoi d'autre? Alors les techniques de naissance. Je vais montrer une technique qui pour moi est importante. Je vais prendre le loulou. Tu viens?
Donc, premier truc, c'est clair que si vous avez une table, c'est plus pratique. Hein, comme ça, vous ne cassez pas le dos. Donc, vous prenez ici, vous voyez ici, comme ça, j'ai le bras en extension. Viens par ici. Bien. Donc, quand vous avez ici, regardez ce que je fais. Ce que je vais lui demander, c'est qu'il pousse avec ses pieds. Ça marche? En fonction de la patate qu'il a, où je laisse mon poing derrière. C'est surtout pour les messieurs. Hein. Ouais. Donc, je l'ai ici à ce niveau-là. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est pied-tête. En sachant que si le travail de poussée va durer 30 à 40 minutes dans la normalité, il faut que l'enfant soit en contact pied-tête au moins 40 minutes. Ça marche? Si vous faites ça 3 minutes, ça ne sert à rien, vous n'avez pas connecté. On travaille sur ce qu'on appelle la proprioception. La proprioception, c'est, il faut que vous compreniez, imaginez vous pesez aujourd'hui, demain vous remontez sur la balance et il y a 14 kg de plus. Vous descendez de la balance et vous regardez quoi sur la balance? C'est pas problème. Vous faites quoi? C'est la zéro. C'est la zéro. Et si elle est pas zéro, vous faites quoi? Je la gueule. Vous faites la gueule. La mise à jour. La tare. Service après-vente. Voilà. Faites la tare. C'est pas gagné, hein? Si j'avais su, j'aurais fait 2 heures. J'aurais fait la tare. Faites la tare, vous la remettez à zéro. C'est-à-dire que vous avez un truc au niveau du... Quand vous avez un stress qui est important, on a des systèmes de fusibles qui sont au niveau de la colonne vertébrale ou au niveau du crâne qui nous permettent justement de chanter la douleur. Si vous avez par exemple une crise de foie, les vertèbres qui correspondent à l'innervation hépatique, c'est D7 à D9. Donc c'est 3 vertèbres. C'est 3 vertèbres. Et en fait, si vous avez une information douloureuse, les vertèbres vont se bloquer sur le côté pour limiter l'information douloureuse. D'accord? On appelle ça un réflexe somato-viscéral. Donc ça saute, ça se bloque. Donc dès chez l'ostéopathe, on remet les vertèbres, mais aussi on va travailler l'organe, on travaille les deux. C'est comme si vous voulez vous sécher par exemple les cheveux dans votre baignoire avec la baignoire pleine, comme Claude François, bah, les fusibles ils sautent. C'est pas une bonne idée d'ailleurs. Au niveau du crâne, c'est la même chose. On a un système. Quand il y a une douleur qui est importante, le cerveau chante, il va passer sur un fonctionnement sous temps réel. Donc c'est plus le cerveau qui fonctionne, c'est le cervelet. Parce que le cervelet, en réalité, le cervelet et le bulbe, c'est la partie la plus archaïque et héritage. Imaginez que votre maison crame, vous allez sauver les trucs qui ont de l'importance pour vous. Les photos de famille, la chaîne IFI, votre femme. Vous sauvez ce qui est important pour vous, je rigole. Vous sauvez ce qui est... Vous racontez pas ça à ma femme. La poêle à bois. La poêle à bois. Le poêle à bois, voilà. Ouais, donc vous sauvez les trucs qui vous ont été donnés. C'est-à-dire que nous sommes en réalité le fruit de l'évolution de notre espèce. On est passé par être des poissons, des serpents, des reptiles, et on est arrivé à nous aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en réalité, on a toute cette programmation. C'est pour ça qu'un enfant, depuis sa conception jusqu'à ce qu'il marche, va passer par différentes phases. Et on a, durant notre évolution psychomotrice, on passe par toutes les phases de l'évolution de notre propre espèce. Je ne sais pas si vous étiez déjà amené à penser à ça. C'est pour ça que quand un enfant, par exemple, met le pied à sa bouche, c'est ce que fait le serpent quand il dort à côté de sa proie. Quand un enfant met le pied à sa bouche, quand le boa il dort à côté de sa proie, il est juste en train de calculer la taille de sa proie. S'il est plus grand que la proie, il va l'attaquer parce qu'il sait qu'il peut le bouffer. Quand un enfant met un pied à sa bouche, il est en train de calculer le volume qu'il doit remplir. C'est une fonction archaïque, primaire. Il n'est pas en train de se dire, il n'a pas calculé quand il le fait. Il le fait parce que c'est inné. D'accord? Donc ça c'est important, ça nous vient de quand on était des serpents. Ok? Donc, on va prendre le loulou, on va le mettre comme ça. Vous allez l'avoir ici, comme ça. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Attends, bouge pas, bouge pas. Bouge, tourne-toi, tourne-toi. Hop. Donc vous le mettez ici comme ça. Et hop, ici, toi. Vous le mettez ici comme ça. D'accord? Donc, je reviens donc sur le cervelet et quand ça chante. Et sur la balance. Quand vous voulez faire la tare sur un cervelet, il faut que vous gardiez les choses au moins 90 secondes. C'est le temps pour faire la tare. C'est-à-dire qu'il faut absolument que vous gardiez vous en contact un minimum de 90 secondes. Pour vous donner un autre exemple, le truc classique que nous on a en ostéo, c'est les gens qui se tordent les chevilles. Vous tordez la cheville, vous avez une douleur importante, ça chante. Votre cerveau continue à avoir l'image tridimensionnelle de sa cheville avant qu'il soit tordu la cheville. C'est un peu comme le syndrome des membres fantômes. Vous
Vous savez ce que c'est que le syndrome des membres fantômes? Ouais, c'est Non, mais on ressent la douleur. Non, c'est... ça arrive essentiellement aux femmes de commerciaux qui voyagent pendant des mois, elles ne voient pas leur mari pendant des mois. Je crois qu'il est encore là. Putain, t'es là, toi, longtemps je t'ai pas vu. Non, c'est quand on vous coupe un poignet et que le type il dit j'ai plus de poignet mais je sens mes doigts. Et il sent ses doigts, hein, parce qu'il a toujours le schéma de son corps avec les mains. Et le type il dit je sens mes doigts, j'ai mal aux doigts, il les a plus mais il les sent. Donc il faut rééduquer, faire la tare sur le cerveau pour lui indiquer qu'il n'y a plus de doigts. Ça marche? Alors, on l'a ici comme ça. Vous l'avez dans cette position-là. Je viens ici, pas sur l'occipital, parce qu'on n'est pas avec l'occipital, on est avec la partie haute du crâne. Vous voyez comment j'ai le coude, l'avant-bras? Et là, on est ici et on demande... Vas-y, tu peux pousser. Pousse en arrière. La tête en arrière, plus fort. Plus fort. Pousse. Pousse avec les pieds en même temps. Pousse. Vas-y, pousse. Voilà. Pousse. Voilà. Pousse. Voilà. Et donc, vous maintenez cette position-là. La question qui vient, c'est... Ouais, mais s'il ne pousse pas, vous l'invitez à ce qu'il pousse. Vous avez vu ici, on travaille vachement la rhétorique. Hein. On ne force pas vos enfants. On les invite à travailler. C'est pas la même chose. On ne les torture pas, on leur fait des séances ostéo. C'est pas la même chose. Donc quand ils ne veulent pas, vous mettez 2 doigts au niveau du dos comme ça. Et ici, kata, kata, kata. Et vous faites comme ça. Là, ça provoque un réflexe d'extension. Donc 2 doigts sur la colonne et vous faites comme ça. Ça marche? Ensuite, sur les exercices... Moi, je prends le mot. Sur les exercices du visage. Et 40 minutes là qu'il faut qu'il pousse. C'est empirique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi si tu me poses la question c'est quoi l'idéal, revenez à la physiologie. Si un enfant, l'expulsion, le temps de travail est de 40 minutes, pourquoi toi, tu dois faire ça 3 minutes? Oui. Moi il est sorti en 5 minutes, je peux pas faire l'équivalent de... Donc l'idée elle est de dire peut-être qu'on a besoin de ce laps de temps pour apprécier et finir de connecter. Tu fais pas... En 5 minutes, tu fais pas la même chose que quand tu as 40 minutes de temps. Ah non. Donc, Ouais, mais l'enfant va pas supporter les 40 minutes. Ben, nous non plus. vous êtes bien nés? Mais nous non plus. Alors, avec un bonbon dans Non, la mais bouche. nous non plus, mais Bon, on sachant pense plus qu'il y a- à l'enfant qu'à nous. Après, on se dit, Mais oui. bon, c'est pas grave, nous. À la force Mais- physique, enfin, non. 40 minutes. Non, mais- Moi, cette réflexion-là, je vous amène à la physiologie, à ce qui est normal, et de vous dire, si vous le faites 3 minutes, Oui, vous lui avez apporté 3 minutes d'intégration, pas les 40 minutes que peut-être il devrait avoir sur une naissance normale. C'est ça le problème, c'est que si vous êtes toujours en deçà de ce que vous lui amenez, c'est dommage, vous passez à côté, vous faites. Une question, Mais c'est après, pas, on c'est peut pas à aller- faire tous les jours. Non, c'est pas à faire tous les jours, mais le truc c'est que ça, sur ce qu'on appelle ça, c'est refaire la naissance. Nous, avec vos enfants, on préférait que vous le fassiez maintenant, plutôt que les revoir à 30 ans et leur refaire leur naissance à 30 ans. On pense qu'il est peut-être temps de s'y mettre et à la maison de passer du temps par rapport à ça, en sachant que moins stressé va être l'enfant, plus il va intégrer par rapport à cette histoire de thalamus. Donc ça vaut la peine de passer du temps dans cette position-là. Léo, est-ce qu'il y a un certain âge? Non, parce qu'en réalité... Un enfant de 5 ans, Non, c'est non, pas non, un enfant de 10 non. ans, il va pas... Non, parce qu'on a eu il n'y a pas longtemps un papy de 66 ans qui avait un arrêt cardiaque il y a 2 ans, et en réalité c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure sur le fait que le cerveau chante, et vous revenez sur un mode sous-tentoriel, c'est-à-dire que l'ensemble des enfants qui sont ici fonctionnent sur un mode cérébelleux et pas cérébral. Donc peu importe l'âge à laquelle vous avez eu un stress neuro important, que ce soit à la naissance, en anténatal, ou sur un papy qui avait un arrêt cardiaque à 66 ans, un papy qui a une hémiplégie à 66 ans, c'est un réflexe de Moreau, donc tous les réflexes archaïques, la partie du réflexe archaïque se retrouve sous la tente du cervelet, donc on est sur le bulbe. Ça veut dire qu'il a un fonctionnement sous-tentoriel, ça veut dire qu'il faut lui faire revivre sa naissance. Et ça fonctionne pas mal, donc il faut leur faire ça. Et il ne va pas s'y porter. Après, Non, mais on peut aller par étapes. Par exemple, aujourd'hui, je vais lui faire. Il va Oui. venir. oui, mais c'est la même chose. Voilà. C'est comme si je disais, bon, bah, vous allez pour accoucher, dites, aujourd'hui je pousse 3 minutes, demain je reviens, je vais repousser 8 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Revenez à la logique. Mais pourquoi 40 minutes en fait? Parce que grosso modo, 40 minutes, c'est le temps normalement qui est considéré en obstétrique entre le moment où on va commencer à pousser et le moment efficace pour arriver à sortir. C'est une moyenne. Oui, parce que là, par exemple, mon accouchement, mon trauma, il a duré quoi? 10 minutes. Je sais, mais on parle de statistiques, de moyenne. C'est-à-dire que c'est le moment où l'enfant va commencer à pousser, il commence à avoir des bonnes compressions de travail, et la tête, le machin, le truc, et au moment où tu le sors, tu le démoules, on va compter à peu près 40 minutes. Donc c'est le laps de temps qu'on vous demande, qui est
on est sûrement au-dessus de ce dont il a besoin, mais peu importe, même si vous passez au-dessus, il ne va pas être en excès stimulé, vous n'en faites pas. Maintenant, je préfère que quelqu'un passe au moins 40 minutes que passer 3 minutes. Si on dit non, faites-le 10 minutes, parce qu'il y en a beaucoup qui les expulsent en 10 minutes, l'expulsion, c'est quand il passe. Hein. Donc avant l'expulsion, il y a eu quand même le travail de fait sur la tête, et c'est pas ce travail d'expulsion, donc on n'est pas dans ce laps de temps où j'ai fait 3 poussées et je le sors. D'accord. Quoi d'autre? Alors, en fait, grosso modo, ton explication, ça, si on le fait une fois 40 minutes, logiquement, ça devrait être suffisant. Si c'était aussi facile que ça, j'aurais des enfants jusqu'en bas, on aurait une queue et on aurait tout... Non, c'est pas... On est sur quelque chose d'empirique. Encore une fois, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. Je pense que c'est pas qu'une seule fois, il faut qu'on puisse apprécier. C'est comme quand vous créez des arcs réflexes, il faut qu'ils puissent... Il y a des choses qui se sont imbriquées, qui sont mises. Donc je pense que ça vaut la peine de leur faire un certain nombre de mois. Donnez-vous 3-4 mois. De toute manière, soyons clairs. Commencez à le faire. Si vous ne voyez pas de résultat, au bout de 2 mois, vous arrêtez. Mais au moins, vous êtes donné la peine de le faire. Il faut le faire plusieurs fois par jour. Non, plusieurs fois. La culture demain. En raison d'une fois par semaine, ça suffirait? Moi, c'est pas ça. C'est nous, comme dans l'urgence, on dit que c'est comme la toute première phase en psychomotricité, qu'aujourd'hui, si on ne donne pas une importance par rapport à ça, on trouve que c'est dommage. On pense que ça vaut la peine que vous vous efforciez pendant un mois et demi. Faites les devoirs et puis après on verra ce que ça donne. Ça donnait de très bons résultats. Dernièrement sur des patients, les mamans le faisaient. On dit, forcez-vous à le faire. C'est dommage de dépenser du temps, de l'argent et faire un certain nombre de choses. Le rythme. À quelle cadence vous allez Parce que- préconiser? C'est empirique. Encore une fois, on ne peut pas vous donner de réponse. Je n'ai pas de réponse à vous donner. Parce que personne ne l'écrit, ça. C'est la neurologie fonctionnelle. Revenez sur, on va dire, la physiologie normale. À quel rythme? Au moins 3 fois par semaine. Au début. Ce soit régulier. Soit régulier. Mais- Après, chacun fait ce que... On doit s'attendre à quoi comme progrès? Alors, ça veut dire que ça permettra de mettre en place plus facilement tout le reste. Donc, il y aura forcément des petites choses qui devraient apparaître. Et si vous ne le faites pas, vous resterez toujours dans le doute de vous dire... Des petites choses sur quoi en fait? Par le ballon de sa mère et ou le bassin. C'est super important que vous ayez cette compression. C'est-à-dire qu'il faut que vous mettiez un peu de pêche quand même. Hein. Si vous faites ça, comme ça, vous n'êtes pas dedans. Hein. Vous êtes déjà sur le cerveau, vous n'êtes plus dans le cervelet. Ça veut dire qu'il faut mettre un peu de pêche pour connecter le fameux 5. Alors, vous allez prendre ici la main. Vous allez prendre l'autre main ici en contre-appui. Vous voyez, mes 2 pouces sont vers le haut. Vous voyez ici, j'ai tout le visage. 7, 5, 1, 5, 2, 5, 3. Ça marche? Alors, vous allez comprimer. Quand est-ce que vous savez que vous avez comprimé suffisamment? C'est quand vous faites ça, et vous avez l'œil de l'autre côté qui ressort, comme ça. Vous appuyez comme ça. Quand l'œil ressort, c'est que vous avez bien Après, pour le remettre. Appuie pareil de l'autre côté. Non, vous mettez un contre-appui ici, histoire de bien contrôler les cervicales, et que la tête, elle ne parte pas comme ça. Donc vous mettez un contre-appui ici, comme ça, et quand vous êtes là, ce que vous faites, c'est que vous y allez, vous comprimez, mais vous comprimez assez fort quand même, vous y allez. Hein. Vous mettez au moins 5 kg de pression sur le... Vous leur faites absolument pas mal. Hein. Vous avez pas mal d'avoir souffert. Non, il n'a pas l'air. Et là, vous connectez. Deuxième chose, vous allez travailler sur ce qu'on appelle les sutures et l'homonculus. Tout le monde sait ce que c'est que l'homonculus, ils ont fait une chanson. Danny Moreno, homonculus. Bien, vous allez travailler sur ce qu'on appelle l'homonculus. L'homonculus, c'est la représentation du corps sur le cerveau. Ça veut dire que si vous avez un PET à ce niveau-là, vous avez de grandes chances que la vue soit atteinte. Si vous avez un PET à ce niveau-là, c'est le centre du langage. D'accord? Si vous avez un PET ici, ça va être le pied. Si vous avez un PET ici, ça va être les mains. En PET ou une lésion, peu importe. Donc on va travailler sur les sutures. On va travailler sur 2 sutures. Une suture, c'est quelque chose qui sépare 2 os. Donc on a une suture qui est sagittale, qui part d'ici jusqu'à là. Ça, c'est la métopique, mais bon, peu importe. Vous avez une suture qui part, une crête, si vous voulez, qui part depuis ce point-là jusqu'à la boule que vous avez derrière, à ce niveau-là. D'accord? Vous avez une petite boule derrière. Donc vous allez travailler dessus. En fonction de l'endroit où vous allez travailler, vous allez stimuler une zone du corps. Pourquoi elles sont importantes? Alors, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est quand vous faites un exercice, vous travaillez par exemple ici le biceps, vous allez faire circuler du sang dans le biceps, donc il va chauffer. Quand les mecs, je sais pas si vous avez déjà vu ça à la télévision, c'est toujours impressionnant, le type il dit, il a un problème quand il joue du violon sur ce truc-là, je sais pas quelle zone du cerveau s'active quand il fait ça. Les mecs, ils arrivent, ils décalotent le crâne,
le mec il a juste une anesthésie pour que ça lui fasse pas mal, qu'on lui décale le crâne, et ils sont sur le champ comme ça, le mec il est en train de juste du violon, et ils sont en train de toucher les neurochires, ils sont en train de toucher le cerveau, et le mec il est comme ça, c'est toujours, moi ça m'a toujours impressionné, mais ça veut dire qu'on arrive à voir la zone qui s'active par la circulation du sang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'enfant n'utilise pas une zone, imaginez un hémiplégique, s'il n'utilise pas sa main, bah, la zone ne va pas s'activer. Donc nous, on fait un truc qui est fait aussi en acu, en cranioacupuncture, c'est d'aller activer la zone. C'est-à-dire qu'on vous offre une possibilité de faire ce qu'on obtient en acu à la maison. Vous allez simplement masser la zone pour faire circuler le sang. Quand la zone n'est pas utilisée, le sang stagne, et donc ça vous fait une accumulation de sang. Quand vous allez pousser le sang à ce niveau-là, vous allez avoir une activation. Ça marche? C'est comme si l'enfant l'utilisait. Donc ça veut dire quoi? On a deux sutures, on a dit on a la crête qui vient ici comme ça, donc qui est toute ici. Et on a la deuxième en fait qui est une sorte de serre-tête que vous avez depuis cette partie de l'oreille jusque l'autre côté. Donc vous avez, c'est comme ça. Elles sont perpendiculaires. Les zones qui sont importantes, pinéale. Pinéale, cortex moteur, vous arrivez sur la première fontanelle. La première fontanelle, elle est au croisement avec l'autre. Première fontanelle, c'est le pied. Vous descendez entre la première et la deuxième fontanelle, c'est le thalamus. Vous arrivez encore une fois sur la pinéale et vous descendez, vous êtes sur les aires visuelles. Quand vous êtes ici, première fontanelle, vous descendez un peu, vous avez le pied, après vous avez les centres du langage. D'accord? Ça veut dire quoi? Pourquoi la pinéale elle est vachement importante? Parce que systématiquement, quand on a des troubles de l'attention, la pinéale rentre en ligne de compte. La pinéale, c'est un peu comme le rat de ratatouille, c'est un chef de cuisinier. Il est là pour faire en sorte que les hormones fonctionnent bien les unes avec les autres et que les plats qui sortent soient cohérents. Vos enfants, la plupart du temps, ils n'ont pas des troubles neurologiques, ils ont des troubles neuro-hormonaux. Vous voyez bien que certaines dames, quand elles ont leurs règles, peuvent être plus ou moins sensibles. D'accord? Certains ont dit chante, mais je ne veux pas dire de non. Même si vous m'avez dit par téléphone, et dit ouais, je veux bien, c'est le moment, pardon. Donc vous voyez que vous pouvez être plus ou moins sensible quand vous avez un trouble hormonal passager. Ça veut dire que c'est super important de travailler sur la pinéale. Donc ici on est dessus, à ce niveau-là, et on va travailler sur la pinéale. Donc on masse, on masse, on masse, on masse, on masse, on masse. Alors la pinéale est vachement importante parce que elle se situe juste entre le cervelet et le cerveau. C'est la porte d'entrée entre l'inconscient et le conscient. C'est pour ça que dans certaines cultures en Inde, les femmes ont des points rouges pour qu'on ne puisse pas rentrer dans leur inconscient. Il y a toujours du neurologique dans certaines trucs, dans certaines croyances. C'est toujours intéressant de voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Et la pinéale, ça a toujours perturbé les gens. Donc on va travailler ici dessus. On va travailler, on masse, on masse, on masse, on masse. Vous massez jusqu'en haut. Vous massez, vous massez. Quand vous arrivez au niveau de l'implantation des cheveux, vous arrêtez de pressionner comme ça. Vous y allez un peu fort. Hein. Quand vous arrivez ici comme ça, ce que vous faites, c'est que vous décollez ici. Vous décollez, vous décollez. Vous arrivez ici sur la première fontanelle. La première fontanelle, grosso modo, c'est quand vous mettez la main ici, vous arrivez, vous voyez, où il est mon doigt? J'arrive pile poil ici. Là, ici, c'est le pied. Encore une fois, en fonction de si l'enfant utilise ou pas son pied, on va avoir quelque chose qui va être sensible. C'est pas censé être douloureux. Là, vous êtes sur la première fontanelle, vous descendez, et là, vous avez ici la main. Ça marche. Et ici, vous avez le centre du langage. Lui, il tchatche beaucoup, là. Ouais, ça se voit, il n'y a pas de problème. Ça circule. Là, quand vous passez depuis la première fontanelle ici jusqu'à derrière, vous avez le thalamus. Le thalamus, c'est vachement intéressant parce que chez les enfants qui ont du mal à gérer leur stress, c'est toujours assez sensible. Et là, c'est sensible loin, ici, là. Hein? Ouais. Chez les gens stressés, ça en général. Mais nous-mêmes, on n'est pas pro, donc il n'y a pas de danger de faire ça. Hein? Nous, c'est parce qu'on est une culture un peu bizarre, on ne se touche pas. En Europe, on ne se touche pas. Mais en Asie, tout le monde se touche, ils n'ont pas des diplômes, ils se touchent. C'est-à-dire que faut pas hésiter à se toucher à minima, c'est pas dangereux. Si tu lui mets ton pouce dans l'œil, ouais, ça c'est dangereux, il y a des choses que vous n'osez pas faire. Mais ça là-dessus, je pense qu'au contraire, c'est dommage que ce soit pas fait. Et même si tu es à 1 centimètre à côté, il n'y a pas de contre-indication. Non. C'est-à-dire qu'on vous demande d'être un petit peu précis, mais au-delà de ça, même si vous n'êtes pas pile poil, en plus de ça, le monculus, c'est des zones, hein. C'est pas des points. Donc sur le centre du langage, à ce moment-là, que sur l'aire de Broca verniceux, on est grosso modo ici. Et c'est des zones qui sont grandes comme ça. Donc que tu le stimules où j'ai mon pouce, ou que tu le stimules là. Mais c'est uniquement le côté droit, en fait, le centre du langage? Non, droit et gauche. Donc c'est le même endroit, droit et Ouais, gauche. ouais.
Alors, je finis là-dessus sur la génétique. Les parents qui sont déjà venus ici, je leur répète souvent que nous, on passe par un généticien pour faire des tests métaboliques au niveau génétique. Pourquoi on le fait? Parce qu'aujourd'hui, vous venez chez moi, vous m'emmenez la voiture, on écoute le moteur, on dit il y a un problème d'injection. Mais sauf que moi, je ne suis pas spécialiste en injection. Vous nous demandez de conduire la voiture, de remettre la direction dans l'axe, les roues dans l'axe, mais si vous continuez à avoir un problème d'injection, vous avez un problème d'injection. Ou de filtre à essence. Donc on dit, c'est quand même dommage, ça serait peut-être intéressant que vous alliez voir un spécialiste pour s'assurer qu'au niveau métabolique, l'enfant assimile tout ce qu'il devrait assimiler. Et on a un problème par rapport à ça, et en France, c'est pas fait. D'accord? On a un généticien qui vient maintenant un mardi sur 2, professeur Lao, qui est un ponte en neurologie, en génétique, je veux dire. Moi, j'ai rencontré 3 personnes importantes dans ma carrière. C'était le professeur Montagnier, celui qui a découvert le sida, le professeur Nazarov, celui qui fait la myothénofasciotomie, et ce professeur Lao, qui est vraiment une pointure dans ce qu'il fait. Et nous, c'est un autre niveau. C'est-à-dire que moi, je travaille beaucoup avec des sportifs de haut niveau. Quand vous avez un type, il fait le Tour de France et il est capable de monter 3 cols et terminer sur un sprint à 70 km/h, je vous assure qu'il y a quelques petits adjuvants. Parce que vous faites, même si je vous donne 3 ans pour vous entraîner, vous ne terminez pas à 75 km/h. Donc nous, on ne vous dit pas de doper vos enfants, on vous dit simplement que c'est dommage que des choses qui sont utilisées pour des sportifs de haut niveau ne soient pas utilisées aussi pour vos enfants. Et qu'aujourd'hui, il y a... Tu parles de médoc là? Non, je ne parle pas de médoc. Je parle pas de médoc. Je parle de métabolisme et de compréhension des problèmes métaboliques. C'est qu'aujourd'hui, pour arriver justement à faire en sorte qu'un cycliste améliore ses performances, il faut comprendre et analyser ses problèmes métaboliques. Encore une fois, chacun a sa génétique et a ses problèmes ou ses qualités métaboliques. Je vous donne un exemple. 35% des femmes n'assimilent pas l'acide folique. Vous allez chez le gynéco, vous êtes enceinte et votre gynéco vous dit « Madame, vous prenez de l'acide folique. » Bien. Est-ce que vous la métabolisez? Est-ce que vous l'assimilez? Vous ne savez pas. Donc si vous avez du bol, si vous faites partie des 2 tiers, ça va. Si vous faites partie du tiers, vous êtes dedans. Vous êtes dedans, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous risquez une spina bifida, un Arnold Chiari, ou le moins pire, ce serait un kyste pilonidal. Ou rien si vraiment vous avez du bol. C'est qu'aujourd'hui, il y a des tests métaboliques qui ne sont pas faits chez les mamans. Nous, on est quand même surpris que ce ne soit pas proposé. Dire, mais est-ce qu'elle l'assimile? Ouais. Donc, il y a ça, il y a le test métabolique sur la vitamine D qui est vachement important. Vous avez vous prenez 2 enfants, vous prenez par exemple 2 syndromes d'Angelman. Il y en a un, vous le faites, 2 jumeaux, imaginez, vous faites une stimulation, ça fonctionne, il progresse, et l'autre, vous faites la même chose que dalle. Pourtant, on dit, j'ai mis la même énergie, c'est le même thérapeute, c'est le même protocole, et lui ne progresse pas. Le métabolisme au niveau de la vitamine D, il explique la vitamine D, elle est là pour s'assurer qu'il y ait une différenciation actionnelle. C'est-à-dire qu'imaginez que vous appreniez le chinois. Vous dites, je vais apprendre à dire bonjour, ni hao. Vous allez répéter comme ça. Si l'enfant n'assimile pas la vitamine D, il ne peut pas. L'apprentissage est limité. Et vous dites, c'est ça qui est un peu hallucinant, c'est de se dire... Là, franchement, tu es en train de faire peur parce que la vitamine D, en France, on en donne à tous les enfants. Mais est-ce qu'ils la métabolisent? Bah, ils font pas de test. Hein. Mais oui, mais mais le problème, c'est pas d'en donner. Si tu lui en donnes et qu'il le met aux toilettes, tu dis c'est bien de lui en donner, mais est-ce qu'il l'assimile? J'en sais rien. Voilà. Donc moi, c'est pas le fait de donner quelque chose. Je trouve qu'il y a un tiers du travail, il est fait. Il y a une réflexion. La vitamine D est importante pour les enfants. Bien, est-ce qu'il l'assimile? Coco. Et comment on fait? Donc il y a des tests qui nous permettent de savoir s'il le métabolise. D'accord? Il y a un truc qui pour nous, moi l'année dernière j'ai fait un dessin animé que je vous montrerai pour terminer sur l'épigénèse parce que les Américains ont certains défauts mais s'ils ont une qualité par rapport à ça, aujourd'hui aux États-Unis, si votre médecin traitant ne vous a pas indiqué certains tests qui sont sur le marché, qui existent pour éviter des problèmes, vous pouvez vous en cas de problème attaquer votre médecin. Ça, en Europe, ça n'existe pas, ils ne sont pas prêts de le ramener. Pourquoi c'est important? Aujourd'hui, ça fait déjà un petit moment que ça a été découvert, ils se sont rendus compte que beaucoup d'enfants avec des troubles autistiques ou des troubles d'attention importants, TEA, avaient sur le métabolisme lipidique des problèmes sur les apolipoprotéines 2 et E4. Quand l'enfant il a ça, il ne peut pas éliminer ça.